La CSG, CRDS, CASA, j'y reviendrai plus en détail encore. Pour commencer, qu'est-ce que la CSG, CRDS? En droit français, selon le Conseil constitutionnel, c'est un impôt. Ce n'est pas du tout une cotisation maladie. C'est un impôt qui est versé à plusieurs caisses. La caisse maladie, certes, mais aussi la caisse d'allocation familiale, qui est aussi versée à la caisse de retraite française. En aucun cas, la CSG est une assurance maladie pour la bonne et simple raison qu'il y a des personnes qui payent la CSG en France, mais qui ne sont absolument pas pour autant couverts par l'assurance maladie française. La CSG n'ouvre pas un droit à des prestations de l'assurance maladie, en aucun cas. Bien. Nous allons plus loin. La CSG, en tant que telle, ne nous permet pas de bénéficier d'autres avantages et nous ne recevons rien en retour s'agissant de la caisse de retraite. Nous payons en partie une contribution à la caisse de retraite de base, à fonds perdu. Le rapporteur du Conseil d'État, qui maintenant a décidé d'annuler les conséquences de l'arrêt Nicolas et qui a estimé que les frontaliers, à présent, quel que soit le montant de leur rente française, devront payer la CSG sur l'intégralité de leur rente étrangère. Totalement. Ce qui n'était pas le cas depuis 2009, et l'État français a remboursé des milliers de frontaliers suite à notre action, je le rappelle. Et depuis cette date, les frontaliers ne payent pas plus que ce qu'ils percevaient de retraite française. Finalement, ils perdent la retraite française. J'ai toujours dit, et je le répète, en aucun cas, c'était logique. Pourquoi ? Parce que l'arrêt Nicolas ne concerne que des cotisations maladie. Que Madame Nicolas, comme toutes les personnes qui résident en Finlande, devaient payer normalement, puisque c'est normal. Si en France, on avait instauré une CSG qui est uniquement versée à la caisse maladie pour le remboursement des soins et à laquelle est soumise, la cotisation est soumise l'ensemble des retraités en France, nous aurions du mal à dire non, nous ne payons pas. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas, mais absolument pas le cas. Donc il ne faut pas confondre deux situations bien distinctes. Nous, la question qui se pose est de dire une fois pour toutes, au vu de toutes les confusions et toutes les erreurs qu'ont commises différents juges, les erreurs même du Conseil d'État, qui en 2015 n'a pas du tout rappelé que en 2009, il y avait une nouvelle interprétation. Donc, nous permettons de dire qu'il y a quand même des doutes et des interrogations. S'il y a des doutes et des interrogations, la Cour européenne de justice a dit, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, il faut nous poser la question. C'est obligatoire. Mais la France, et surtout la Commission, refusent de poser la question à la Cour européenne de justice. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours statué que l'interprétation française n'était pas du tout conforme en matière de CSG-CRDS. Et ils le savent à nouveau. C'est pour ça qu'ils ne veulent en aucun cas que la question soit posée. Et ils usent et ils abusent au niveau de la Commission de leur pouvoir discrétionnaire en disant non, nous n'avons aucune obligation de poser la question. Nous affirmons que c'est comme ça et vous n'avez pas à discuter, circuler, il n'y a rien à voir. Impeccable. Sauf qu'en l'occurrence, nous allons maintenant poser la question sous forme de pétition qui est tout à fait légale. C'est un droit fondamental. Chaque citoyen a le droit de déposer une pétition, même avec ça, lui tout seul, sa signature, auprès de la commission des pétitions du Parlement européen, qui doit vérifier si sa pétition est recevable et si effectivement il pourrait y avoir une infraction au droit communautaire dont est victime ce citoyen ou dont sont victimes une masse de citoyens. Tout le monde peut déposer plainte, qu'il soit concerné ou non directement. C'est très important parce que ça permettra à tout votre entourage, à tous ceux que vous connaissez, de co-signer la pétition pour le Parlement européen. Tout le monde peut la co-signer. C'est très important. Et c'est déterminant d'ailleurs. Donc, le Parlement européen devra obligatoirement se pencher sur ce dossier. Nous allons, bien entendu, dans notre plainte, y intégrer une multitude d'éléments qui sont en notre possession, des éléments de droit, qui sont déterminants, bien entendu, sinon c'est pas la peine de déposer une pétition,
Ils sont indiscutables aussi, ces éléments, indiscutables. En tout état de cause, ils permettront de prouver qu'il y a vraiment des interrogations et des doutes. Et à ce moment-là, nous l'espérons, le Parlement européen, la commission de pétition, s'adressera à la commission et lui demandera de poser des questions préalables à la Cour européenne de justice. Et dans ce cas, la commission ne peut pas opposer son pouvoir discrétionnaire à la commission des pétitions du Parlement. C'est pas possible. Donc, nous aurons enfin, je l'espère en tout cas, une réponse adaptée. Mais quelle que soit la réponse de la Cour européenne de justice, nous l'accepterons. Il n'y a aucun souci. Mais moi, je ne crains pas de poser la question. Car je ne pense pas que la Cour européenne de justice confirmera les thèses et les hypothèses de la Commission de Bruxelles et du Conseil d'État, en aucun cas. Donc nous allons maintenant passer par une pétition en ligne qu'il faudra co-signer, je le répète, massivement. C'est pour ça que dès à présent, il est important que vous diffusiez cette vidéo à l'ensemble des personnes qui sont concernées de près ou de loin par le phénomène frontalier. C'est déterminant. On se moque de nous, je le répète. On essaye d'enfoncer le clou. Puisque nous ne pouvons pas aller plus loin et qu'il y a une collusion entre l'État français et la Commission de Bruxelles, ils décident d'aller au-delà. Et ils demandent encore beaucoup plus que ce qu'ils arrivent à récupérer sans base légale. Bien sûr que c'est légal, jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr que c'est trop facile de légaliser certaines choses, puisque personne ne peut les contester. Nous le verrons avec l'assurance chômage, que ce n'est pas aussi facile que le pense l'État français. Et nous l'avons déjà prouvé X fois. Donc la CSG-CRDS, je tiens à le préciser, le Conseil d'État avait stipulé en 2015 que son jugement était basé sur un article 11 du règlement communautaire qui dit tout simplement que toute personne qui perçoit une prestation sociale dans un État dans lequel il réside est soumise à la législation de cet État concernant ces prestations. Mais le paragraphe 2 de ce même article stipule que cela ne concerne en aucun cas les pensions de retraite, les rentes de réversion, les rentes d'invalidité et même les rentes d'orphelins. Sauf que jamais personne n'en a parlé, jusqu'à ce que nous ayons découvert ce fameux paragraphe 2. Et depuis que nous en parlons, plus personne ne l'évoque. Même le rapporteur du Conseil d'État se garde bien d'évoquer cet article 11 qui était pourtant le premier élément que nous avait soumis le Conseil d'État et que la Commission de Bruxelles avait recopié. On nous donne maintenant un article 30 qui parle de cotisation maladie spécifiquement, mais je répète bien, la cotisation maladie, ce n'est pas la CSG. D'ailleurs, la CRDS n'est pas non plus une cotisation maladie. Elle sert à rembourser la dette sociale, contribution de remboursement de la dette sociale. Cela signifie que nous devrions, nous, pendant toutes les années d'activité en Suisse, rembourser les dettes sociales de la France. Par exemple, quand elle était tellement généreuse à descendre l'âge de la retraite de 64 à 60 ans. C'est comme ça que ça se passe. C'est nous qui devons cofinancer cela. Tant mieux pour ceux qui en ont bénéficié. Mais ce n'est quand même pas à nous de payer les pots cassés. Surtout pour ceux qui travaillent jusqu'à 65 ans et qui, bien entendu, perçoivent la retraite suisse sur toutes les années durant lesquelles ils ont cotisé, donc jusqu'à 65 ans. Ils ont payé les impôts en France, qui ont permis aussi de cofinancer indirectement le déficit de la sécurité sociale, sans d'ailleurs y être directement affiliés. C'est pas un souci pour nous tout cela. Nous, ce qu'on dit, c'est tout simplement, on est prêt à payer tout ce que nous devons payer, mais à condition que ça soit légal, que ça soit une obligation tout à fait légale, et pas le contournement de quelque chose, pour tenter à tout prix de prendre l'argent à une catégorie de personnes qui sont stigmatisées tout simplement en disant « ce sont des privilégiés, il faut les faire payer, c'est à cause d'eux que nous sommes en déficit ». Ou allons-nous ainsi ? Voilà.
suivez, s'il vous plaît, nos recommandations. Tout seul, le comité ne pourra pas vous aider à l'avenir. Impossible. Il faut qu'à minima, vous suiviez nos instructions. C'est la moindre des choses. On ne vous demande pas du tout l'impossible. Tout ce qu'on vous demande, c'est vraiment possible. Surtout que les enjeux financiers sont colossaux. Maintenant, et surtout à l'avenir. C'est très important. C'est important pour vos enfants aussi, qu'on arrête de se moquer des frontaliers. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils doivent tous devenir frontaliers. Mais c'est une éventualité qui existe. Et je pense que vous avez déjà des enfants qui sont frontaliers. Il faut se battre pour eux. Ce n'est quand même pas normal que, par exemple, les gens qui sont retraités du Luxembourg et qui résident en France, qui bénéficient de la sécurité sociale, puissent, eux, être exemptés de CSG-CRDS pour la bonne et simple raison que la France a signé des accords fiscaux dans lesquels ils ont bien stipulé que la CSG-CRDS, c'est bien un impôt. Et c'est vrai, c'est la vérité. Donc il est normal que ces retraités du Luxembourg ne soient pas soumis à la CSG-CRDS, comme il était tout à fait normal que les retraités d'Allemagne n'y étaient pas, jusqu'à ce que la France signe une convention avec l'Allemagne sans indiquer que la CSG-CRDS fait partie de cet accord. Les Allemands ne savent même pas que la France prélève un impôt des retraites des frontaliers depuis 2016. Avant, ils ne payaient pas. Là aussi, c'est scandaleux. Nous sommes dans une multitude de scandales. Le retraité monopensionné qui va habiter à l'étranger, en Allemagne par exemple, son assurance maladie française va le suivre et va le couvrir pour l'intégralité des soins en Allemagne. Ce qui est logique, c'est le droit communautaire. La France va rembourser les soins allemands. Est-ce qu'il paye la CSG? Pas du tout. Mais non, puisqu'il n'est pas soumis à l'impôt en France. Donc, est-ce que c'est une cotisation sociale? Mais non. Voilà la réalité. Est-ce que la Caisse des Français à l'étranger, qui est une sécurité sociale, c'est le Parlement qui décide, c'est une partie intégrante de la sécurité sociale française. Tous ces gens qui cotisent à la Caisse des Français à l'étranger, elle est ouverte à l'ensemble des citoyens qui résident dans l'espace économique européen. Est-ce que ces gens qui sont soumis à cotisation maladie obligatoire dans le pays dans lequel ils résident, qui prennent en plus la Caisse des Français à l'étranger pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale française, et qui donc contribuent eux aussi, et doivent contribuer au déficit de la sécurité sociale, est-ce que ces gens qui payent une cotisation, non pas sur le revenu, mais simplement une cotisation fixe, à un tarif défiant toute concurrence tellement il est bas, est-ce que ces gens-là sont soumis à CSG-CRDS? Pas du tout, absolument pas. Donc on nous explique. Je suis évadé fiscal, je vais dans un autre État pour payer moins d'impôts, je bénéficie de l'assurance maladie française, mais je ne contribue pas à la CSG-CRDS, qui normalement devrait être, selon le Conseil d'État, une cotisation maladie. On voit bien qu'il y a ici de graves aberrations. Je reviendrai sur beaucoup de détails dans une autre vidéo, pour bien vous expliquer quels sont les éléments que nous avons trouvés, des éléments incohérents concernant la CSG-CRDS des frontaliers, des ex-frontaliers. Merci. Surtout, il faut impérativement rester attentif maintenant, diffuser cette vidéo, je le répète sans cesse. Merci.